tu me dis, de toute façon, il n'y a que moi qui peux le rattacher à ta personne, dans le sens où il n'y a que moi qui ai accès à ces informations, quoi. Ok. Donc ça sera anonymisé. Très À bien. la limite, il y a peut-être des choses que tu pourras me dire où ça ressortira en citation, mais il n'y aura pas ton nom à côté. J'étais déjà même rentré à 13 ans du coup Je me suis engagée il y a 2 ans, donc avec un parcours au niveau des formations qui du coup pour moi ont été presque un petit peu plus longues parce que forcément en période d'hiver je peux absolument pas me libérer. Moi, j'ai toujours été attiré par les pompiers. Mon père il était pompier pendant très longtemps. Des capacités physiques comme moi, voilà, on me dit ah mais en fait c'est possible, on peut tous devenir pompiers. Pour moi pompier c'était les gens qui éteignent les feux, quoi. J'avais déjà fait des saisons d'été à travailler en BNSSA. Parallèle du coup avec le bac pro de Sainte-Anne, on est volontaire à Sud-Lac. Du coup j'étais volontaire à Sud-Lac, je prenais des gardes là-bas, des 24. Ok. En parallèle du lycée. Le père d'un ami à moi quand j'étais petit qui venait le chercher des fois à l'école en tenue de pompier, ça me mettait les étoiles dans les yeux. Puis un jour il m'avait fait visiter la caserne et alors là c'était le plus beau jour de ma vie. L'échelle, fallait monter tout en haut de l'échelle à 30 mètres. Enfin, trop bien, moi j'ai envie d'être dans ces camions, j'ai envie de partir en intervention, à réanimer quelqu'un. Je et fais pas éteindre partie de l'incendie. ces gens qui se sont dit moi je veux être pompier parce que je veux éteindre des feux, quoi. Moi j'ai vraiment voulu être pompier pour la partie secourisme, mais je savais aussi Ouais, que moi, j'avais plein de le métier copains de pompier c'était d'aller au qui sont rentrés et qui ont arrêté avant moi. Même des plus anciens qui sont partis à la retraite et que maintenant je croise encore dans la rue et on s'entend Et super. puis suite à ça, du coup, on a fait les journées de Vie ma vie où j'ai vraiment découvert là, mes collègues. On part en 4e, donc c'est aussi Ouais. plus rassurant cet aspect-là. Donc, on est toujours en plus de l'équipage, donc c'est quand même. Mais c'est plus facile de travailler, je C'est pense. un village et qu'il faut défendre son village, et maintenant j'ai un enfant dans ce village, donc bien sûr que si je peux aider les gens qui sont dans la même situation que moi, je le fais avec les pompiers. Les 6 premiers mois, 1 an, je me suis demandé ce que je faisais là, et puis après je me suis dit, là on tient le coup, parce qu'une fois que j'ai fait mes stages et que je me suis dit ce milieu m'intéresse, j'ai dit non, j'ai envie de le retrouver. Je me suis engagée chez les volontaires. Je vais pas mentir. Je ne savais absolument rien du métier de sapeur-pompier. Je m'accordais un peu avec mon patron. Quand je pouvais, j'en prenais Ici, plus ce qu'aussi. qui est spécial, c'est que du coup, c'est une caserne uniquement de volontaires. Mais il y a encore 2 ans, en fait, il y C'est avait plus que les dimanches où vraiment il y avait une cohésion. présence. Une cohésion avec ton chef, une cohésion avec ton équipier, une intervention qui se passe bien, c'est une intervention où tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et le fait correctement. Si c'est à se tacler tout le temps, enfin c'est trop bien. Moi j'adore cette ambiance-là. Maintenant, c'est surtout passer du temps avec. C'est vraiment une famille. Avec les collègues qui sont devenus des amis ici, puis ouais, rester, on va dire, à jour en termes de compétences. Je me suis aperçue, notamment quand je suis revenue de grossesse, que tu perdais très rapidement Que je connaissais pas trop, tes acquis, c'était tes connaissances. surtout la dimension hivernale en station. Parce que là, j'avoue que se faire réveiller la nuit pour aller ramasser des gens bourrés, bah ça m'a vite gonflé. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que dès que je suis dans mon uniforme, j'ai ma bulle de protection. Vieillissant, des fois ça te revient des trucs. Au moins, on a les a dans un coin de la tête. Ça sert de leçon. Une intervention, c'est pareil, une intervention qui marque et tu vas passer 1 ou 2 nuits à cogiter dessus, mais le temps, la vie répare les choses. Tu rentres dans ton quotidien et puis Des potentielles personnes qui sont décédées. Donc pour moi, une cérémonie, c'est important. Faire quelque chose, un ordre, on l'exécutait, quoi. C'est tout. Ce que j'ai connu moi, il n'y a personne qui le connaîtra après. C'est fini maintenant. Les coiffeuses, elles travaillent pas les lundis, donc les lundis, j'essaie de pas prendre de garde pour être un peu avec elles. C'est un peu notre règle qu'on s'était fixée. Je termine en milieu d'après-midi, mais du coup, moi, je me mets toute la matinée s'il y a besoin. Donc là, je fais pompier à bloc. Et voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette journée nationale des pompiers. Aujourd'hui, elle se déroule à Yenne. Une journée qu'on va commencer avec un entretien avec le travail d'Amélie Aranz pour présenter tout ce qu'elle a fait pendant un peu plus d'1 an et demi. Alors vous vous souvenez, il y a eu les assises territoriales du volontariat en Savoie. Il y a eu un sondage, il y a eu 3 soirées où on s'est retrouvé un petit peu partout dans le département en 2024. Et en parallèle, pendant ce temps-là et dans la continuité, Amélie est allée à la rencontre des volontaires, 1 an et demi dans les casernes, 400 entretiens, 500 participants, tout ça pour un rapport pour définir à la fois les différentes formes de volontariat,
les profils et les parcours des engagés. C'est de tout cela qu'on va parler ce matin avec Amélie. Il y aura, vous l'avez entendu, des capsules audio qui vont rythmer un petit peu notre matinée. Ces capsules, ce sont les témoignages des pompiers qui ont parlé avec Amélie. Elle va pouvoir nous présenter tout cela. À noter que ce travail, ce rapport n'est pas tout à fait terminé. Il te reste quand même encore 2 mois et demi de boulot, mais on a quand même les grandes lignes. On terminera par un petit temps d'échange. Vos questions, vos suggestions, vos remarques, en tout cas vos réactions. Et puis, évidemment, avec ce temps d'échange, on pourra voir concrètement ce que tout cela, ça va donner. Alors, pour commencer, eh bien, je vais demander d'abord le mot d'introduction à Monsieur le maire, François Moiroux, maire de Yenne et conseiller départemental. Je vais vous demander de l'accueillir. Très bien. Monsieur le directeur départemental, colonel Terrien, merci de me permettre d'introduire officiellement cette journée nationale des sapeurs-pompiers qui, en Savoie, s'établit donc à Yenne. Je voudrais donc saluer chaleureusement chacun d'entre vous. Je m'autorise à faire fi du protocole car c'est un témoignage de bienvenue plein de reconnaissance, de gratitude et d'amitié que je vous adresse. Bien sûr, l'état-major, mais je pense également aux sapeurs volontaires ou professionnels, mais aussi à leurs familles, ainsi que les JSP ou encore les amicales, souvent dynamisées par les anciens pompiers. J'adresse une amicale pensée au centre de secours de Yenne, capitaine Chevalier, cher Frédéric, et son amicale qui vous accueille logistiquement parlant ce matin. Dans cette matinée, il sera question de sapeurs-pompiers volontaires. Nous sommes ici à Yenne justement composés à 100% de volontaires, mais il n'est pas question ici de les opposer, volontaires ou professionnels. La même volonté de servir, la même démarche d'utilité, la même envie d'aider. Et c'est ce noble état d'esprit qu'il me revient de souligner. Pas une fois où lorsque j'entends la sirène partir de l'avenue du Rhône, ici chez nous, l'avenue du Rhône où est située notre caserne, pas une fois lorsque j'entends cette sirène, je ne pense à ces pompiers, à ces hommes et ces femmes, mais aussi à leurs familles. Bien sûr, il y a des interventions plus risquées que d'autres, mais comment ne pas penser gravement dans cette époque difficile, cette société qui est dure et ce que l'on voit malheureusement un peu partout. Alors oui, le maire est solidaire de ces pompiers, comme la communauté devrait l'être de ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour autrui, pour aider, pour secourir, pour sauver. Nous devions nous retrouver ici il y a une année tout juste. La vie institutionnelle de notre pays en aura voulu autrement, en se donnant finalement rendez-vous en cet instant de 2025. Je suis ravi de vous accueillir. Merci à ceux qui nous ont accordé leur confiance pour tenir cette journée à Yenne. Elle se déroulera dans le travail, dans le protocole, mais aussi dans la chaleur, alors je ne parle pas que de la météo, mais aussi dans la chaleur de l'amitié. Et c'est fraternellement que je vous souhaite une bonne journée nationale des sapeurs-pompiers. Voilà, je vais vous demander d'accueillir maintenant sur scène Amélie Arranz et le commandant Pierre-Jean Gobert, chef du groupement volontariat. Voilà, alors je l'ai dit, il y a eu les assises territoriales du volontariat. Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un rappel sur ces assises d'abord, pour commencer? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, les assises territoriales du volontariat ont été lancées en 2023, officiellement lors de la journée nationale comme celle que nous vivons aujourd'hui, dans les Bauges. C'était un bel événement où on a pu se rassembler. Ces assises, c'est issu d'une volonté politique initiale, d'abord portée par Madame Beauchaton et ensuite par Monsieur Pointet, qui en fait fait suite à une situation alarmante concernant le volontariat. On avait des marqueurs qui étaient assez préoccupants.
Le premier, c'était la baisse de la disponibilité. Moins 23% de disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires, c'était quelque chose qui devenait problématique. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait aussi une baisse des effectifs sapeurs-pompiers, moins 10% en 2 ans. Et le troisième marqueur, je vois nos jeunes sapeurs-pompiers devant nous, c'était une chute libre du nombre de jeunes sapeurs-pompiers. Donc ces 3 éléments nous ont montré qu'il fallait qu'on essaye de trouver des solutions pour remédier à ces problèmes et essayer de trouver d'autres solutions pour notre volontariat. Parce que, pour rappel, 64% de nos interventions sont aujourd'hui assurées par les sapeurs-pompiers volontaires. Donc il y avait une vraie nécessité de pouvoir réinventer notre volontariat. Alors ça, c'est un petit peu la situation initiale. Du coup, qu'est-ce qui a été organisé? Comment tu as fait? Ben là, l'idée, ça a été de pouvoir faire un état des lieux précis, c'est-à-dire que là, je vous ai donné 3 marqueurs que l'on avait pu identifier au niveau central, mais ensuite, la volonté a été de pouvoir faire un état des lieux qui soit bien une vision précise du terrain. Parce que vous avez dû constater qu'au niveau national, on a eu pas mal d'actions, pas mal de plans d'action sur le volontariat. Au niveau local, on avait eu aussi quelques éléments qui avaient été faits au profit du volontariat. Et là, notre ambition était de pouvoir trouver des solutions qui soient les plus concrètes possibles et qui répondent vraiment aux attentes des sapeurs-pompiers. Donc pour répondre à cela, la première étape a été de réaliser un sondage. Donc on a adressé un sondage à tous les personnels du SDIS, donc les sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers professionnels, les personnels administratifs et techniques. On a aussi consulté plus précisément les chefs de centre pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes. On a aussi ciblé nos employeurs, les employeurs publics et privés, pour essayer de percevoir quels étaient pour eux les enjeux du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Et le dernier vecteur a été la population. À ce titre, je souhaite vous remercier parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une forte participation dans le cadre de ces sondages. 67% des effectifs ont répondu favorablement au sondage et 57% des sapeurs-pompiers volontaires se sont positionnés. C'est vraiment quelque chose de très satisfaisant parce que ça permet de donner de la légitimité à l'enquête. Et en plus de ça, ça nous a permis de voir que par rapport à ce qui avait été réalisé dans d'autres départements, ils avaient eu du mal à avoir une vraie participation. Et en savoir, on peut se féliciter du coup de vos réponses. Et puis, il y a eu une équipe dédiée au volontariat qui a été créée. Exactement. En fait, cet état des lieux, il a permis d'identifier 3 axes de travail. Le premier, c'était de se rendre compte qu'il y avait une vraie volonté de votre part de simplifier et de faciliter le recrutement et la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Le deuxième axe de travail, c'était sur l'aspect managérial, où aujourd'hui on a un enjeu sur comment préparer nos encadrements et comment leur donner des outils et des clés pour mener à bien les dynamiques collectives dans les casernes. Et le troisième volet, c'était s'ouvrir vers l'extérieur. En fait, on se rend compte qu'on a souvent tendance à travailler dans notre microcosme sapeur-pompier et ne pas s'ouvrir suffisamment vers l'extérieur. Et donc ce troisième axe, c'était de dire essayons de s'ouvrir vers la jeunesse, justement, essayons de s'ouvrir vers les employeurs, le monde microéconomique. Et puis, j'ai aussi une pensée pour nos anciens. En fait, il faut qu'on arrive à faire une alchimie de tout ça. Ça, c'est tout ce que tu as fait. Et puis, à un moment, tu as senti qu'il fallait une enquête complémentaire, autre chose. Alors avant d'en arriver à l'enquête, Jérôme, je voulais juste insister sur le fait qu'effectivement, il y a des groupes de travail qui ont été constitués par équipe, puisque l'idée, c'était de pouvoir impliquer toutes les personnes du service qui voulaient essayer de travailler sur le volontariat. Donc ces 3 groupes de travail ont permis d'élaborer un rapport, ce qu'on a appelé le rapport des assises territoriales du volontariat. Donc en fait, c'est 58 mesures, c'est 309 actions. Et du coup, ces actions, c'est ce que l'on est en train de commencer à décliner dans le cadre du groupement du volontariat. Et donc après, la suite, c'est l'histoire d'Amélie. C'est ça. En fait, la suite, c'est 2 éléments. C'est d'une part le recrutement d'Amélie, je vais y revenir dans un deuxième temps, et puis c'est la création du groupement du volontariat, donc, qui a été mis en place depuis septembre 2024. Pour essayer de faire une brève présentation de ce qui a été fait, aujourd'hui, en fait, on a 2 volets dans ce groupement. On a un volet ressources humaines, où l'objectif, en fait, c'est de prendre en compte les sapeurs-pompiers volontaires du recrutement jusqu'à malheureusement leur décès. Et donc, ça prend en compte la discipline, ça prend en compte l'accidentologie, ça prend en compte les indemnisations, ça prend en compte les dispositifs de retraite. Donc, aujourd'hui, cette partie plutôt ressources humaines nous permet aussi de recruter nos sauveteurs aquatiques, de recruter nos sapeurs-pompiers volontaires saisonniers.
Et ensuite, on a un deuxième volet, un deuxième service au sein du groupement qui, lui, a plutôt une vocation à s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, travailler avec les employeurs pour essayer de récupérer de la disponibilité en journée et ensuite travailler avec la jeunesse. Je pense au cadet de la sécurité civile, je pense au JSP, je pense au Bac Pro, pour justement essayer de susciter des vocations, de transmettre des valeurs de citoyenneté. Donc ça, aujourd'hui, c'est le groupement du volontariat. On a axé nos efforts dans un premier temps sur le recrutement, avec la volonté de recruter en 15 jours et donc du coup de simplifier nos procédures administratives. On a travaillé en concertation avec le groupement formation pour travailler aussi sur le cursus de formation. Donc aujourd'hui, on a un nouveau document qui nous permet d'adapter les formations à nos attentes. Et ensuite, on a conscience aujourd'hui que c'est des prémices, c'est-à-dire que ça va être du travail à long terme et que maintenant, il faut consolider les procédures. Et pour cela, on va retourner sur le terrain pour aller au contact des chefs de centre et s'assurer que ce qu'on est en train de mettre en place réponde bien à vos besoins, puisque ça, c'est la priorité. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre une politique départementale et puis vos attentes de terrain. Du coup, ça fait le lien avec Amélie. Amélie, en fait, quand on a travaillé sur le volontariat, on s'est rendu compte qu'au niveau national, en 2008, il y avait eu une étude qui s'appelle le Manal-Ares, qui était une étude sociologique qui avait permis d'identifier 4 profils de sapeurs-pompiers volontaires. Un profil plutôt villageois, qui défend son village, un profil plutôt militaire, un profil de secouriste, et puis un profil un peu de super-héros. Et on s'est rendu compte que cette étude sociologique, elle avait du sens parce qu'aujourd'hui, on ne s'engage pas tous pour les mêmes raisons. Et dans notre volonté de pouvoir affiner notre étude sur le volontariat savoyard, on s'est dit que recruter une étudiante en sociologie qui puisse amener une garantie scientifique serait une véritable plus-value. Et on a eu la chance de tomber sur Amélie. C'est un peu notre perle rare parce qu'elle est arrivée avec un parcours atypique, elle est arrivée avec de véritables qualités humaines, une envie de s'investir, une disponibilité sans faille et puis une autonomie assez déconcertante qui lui a permis du coup de pouvoir rapidement s'intégrer dans un milieu qui est quand même particulier parce que quand on ne connaît pas les sapeurs-pompiers et qu'on vient de l'extérieur, y a des choses à découvrir. Et donc elle a fait ça de manière parfaite. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer parce que l'enjeu, c'était ça, c'était de s'intéresser à chacun d'entre vous pour comprendre en fait qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime et pourquoi vous êtes là aujourd'hui et pourquoi vous allez continuer chez nous. Mais je vais lui laisser la main parce qu'elle va l'expliquer beaucoup mieux que moi. En tout cas, je te remercie beaucoup Amélie pour le travail réalisé. Merci Pierre-Jean. Merci Pierre-Jean. Voilà, merci beaucoup Pierre-Jean. Alors Amélie, donc tu as été recrutée. Parle-nous un petit peu de ton plan d'action. Comment tu t'es organisée, comment tu as travaillé ? Alors, Pierre-Jean en a un petit peu parlé. Je suis arrivée vraiment ne sachant rien du monde des sapeurs-pompiers volontaires, rien de la Savoie non plus. Je viens de très loin et je ne viens absolument pas du monde des sapeurs-pompiers. Mais c'est avec grande joie que j'ai découvert cette commande et que donc j'ai été recrutée par le SDIS. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer un petit peu ce que j'ai pu constater sur le terrain et je vous présente déjà mes excuses pour les évidences à vos yeux. C'est vrai que moi, j'ai pu constater avec un œil naïf que j'ai voulu neutre, extérieur, et puis aussi avec une posture d'étudiante. Alors, j'ai beaucoup appris au fur et à mesure que j'ai fait mon enquête et j'étais à la fac à côté. Voilà. Donc l'idée initiale pour comprendre le monde des sapeurs-pompiers, c'était de un peu se jeter dans le bain. Donc je me suis engagée moi-même en tant que sapeur-pompier volontaire à Aix-les-Bains. Je vais aussi faire énormément d'immersion dans les casernes en Savoie. L'idée, c'était un peu de voir le quotidien des sapeurs-pompiers pour pouvoir saisir un peu les enjeux, puis répondre à cette vaste commande de faire un état des lieux du volontariat en proposant une enquête qui est complémentaire et adaptée par rapport aux assises territoriales du volontariat. Quantitative, 400 entretiens, mais aussi qualitative. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Tout à fait. Donc en fait, en sociologie, on distingue 2 grands courants d'enquête. Il y a les enquêtes quantitatives et puis les enquêtes qualitatives. Les enquêtes quantitatives, c'est plus fondé sur des sondages. Le but, c'est de quantifier les tendances d'une population, c'est de faire des statistiques. Et puis ça a déjà été réalisé par les assises. Et donc, ça m'a semblé plus pertinent de réaliser une enquête qualitative qui a plus pour but d'étudier les discours des personnes, leurs expériences, leur parcours, qu'est-ce qui va les mener à cet engagement de sapeurs-pompiers volontaires, qu'est-ce qui va le rendre durable. Et puis, ça permet aussi d'être complémentaire parce que là où le sondage va forcément se fonder un peu plus sur des questions fermées pour pouvoir faire des statistiques, l'enquête qualitative permet d'ouvrir un petit peu plus ce discours, de permettre aux personnes qui participent à l'enquête d'évoquer des sujets qui n'étaient peut-être pas anticipés. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée
clés de l'enquête. Alors tout ça, ça a été enregistré, je l'ai dit, on va avoir des capsules audio. Un petit mot sur les capsules audio pour commencer. Vous les avez entendues en introduction, on a la première qui arrive là. Tout à fait, on a même la chance d'avoir certaines personnes qui ont participé dans la salle aujourd'hui. En fait, à la base, le but des capsules audio, c'était pas de les partager. En fait, c'était des enregistrements pour faciliter la prise de notes. Parce que je devais un peu mener une conversation en prenant des notes et assez rapidement, j'avais peur de perdre du bon contenu. Donc j'ai commencé à enregistrer les entretiens. Et quand on m'a demandé de présenter mon travail aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de les écouter. Parce que c'est déjà très puissant. Et puis aussi, personne ne le dira mieux qu'eux-mêmes, en fait. Et donc, on va écouter au cours de cette conférence plein d'extraits d'audio, des petits montages, des petits extraits. On les a voulu un maximum anonymes, même si, évidemment, c'est le jeu, vous allez reconnaître certaines voix, c'est sûr. On ne verra ni leur nom, ni leur caserne d'appartenance, mais vous verrez sur la carte qui s'affichera après leur compagnie d'appartenance, l'ancien bassin opérationnel, pour pouvoir situer un petit peu où ils se placent. Et tu leur as demandé leur accord à toutes et à tous. Évidemment, je les ai rappelés un par un. Allez, on va écouter la première. Je vais essayer de me dépatouiller de la télécommande. Je lance. Ok, alors, pour commencer, où est-ce que tu es né? À Saint-Jean-de-Maurienne. Ça marche. T'as grandi à Saint-Jean? Non, à Bramant, du coup juste au-dessus de Modane, là, Ouais. 10 bornes, 13 bornes de Modane. Moi, je suis née à Glaisé, dans le Rhône. Et puis après, je suis arrivé en Savoie, parce que mon papa était maçon et avait été recruté pour venir construire les stations de ski. C'était un ouvrier marocain qui a traversé la Méditerranée pour venir travailler ici. Alors, mes parents sont dans la fonction publique, les deux. Ok. Et mon papa était sapeur-pompier volontaire également, comme moi. Moi, c'est un peu de famille. Ça remonte à des générations qu'on est pompier. Qu'est-ce que j'avais comme rêve de gosse? Je voulais être pompier. Je voulais être un gangster. Je voulais piloter une voiture de course. Je voulais avoir un garage avec plein de voitures dedans. Et du coup, il m'en a que un seul que j'ai pas réalisé. Gangster? Non, celui des voitures. Ah. Donc on l'a entendu dans les capsules, je suis partie du tout début. L'idée c'est de comprendre d'où viennent ces personnes, qu'est-ce qui les intéresse depuis qu'ils sont tout petits, dans quel milieu est-ce qu'ils ont grandi, que faisaient leurs parents, etc. On est parti du tout début pour arriver jusqu'à aujourd'hui et comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus qui ils sont devenus aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires dans nos rangs aujourd'hui. Alors ça demande évidemment beaucoup de temps, il y a eu beaucoup d'entretiens. Pourquoi pour toi c'est la méthode la plus intéressante pour récolter les données? Alors, c'est ce qu'a dit Pierre-Jean, on a constaté une baisse de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, aussi une baisse de la longévité des engagements. Les gens ont tendance à s'engager moins longtemps. Et donc, je me suis dit, l'activité opérationnelle est déjà plus ou moins connue par le SDIS. La réelle plus-value est de comprendre qui s'engage. Comment est-ce qu'ils se comportent? Qu'est-ce qui les motive? Et pour ça, il faut comprendre tout ce qu'ils font autour de leur activité opérationnelle. Quelles sont leurs contraintes? Quels sont leurs autres engagements? Comment est-ce qu'ils organisent leur vie autour et en fonction parfois de leur engagement de sapeur-pompier volontaire? Et donc ça passe par l'étude du parcours et puis l'étude de l'équilibre de vie qui entoure cet engagement. Allez, une deuxième capsule. C'était un rêve de gosse, ça, la médecine. Et depuis que j'avais 5 ans, je voulais faire urgentiste, et puis après j'ai voulu faire orthodontiste, et puis après je suis revenue sur urgentiste, enfin bref. Et en fait, arrivé en terminale, j'ai dit en fait je veux pas faire ça. Pourtant j'étais très très bonne à l'école, j'ai eu mon bac mention très bien. Et je me suis dit ok, là il faut trouver un truc dans la vie. Donc je suis allée faire tout plein de trucs avec mes parents, ils nous ont toujours soutenus. Et en fait j'ai trouvé la chaudronnerie, je suis passée par les petites portes, et aujourd'hui je suis chargée d'affaires en bureau d'études, en chaudronnerie et tuyauterie industrielle. Donc je suis plus dans l'atelier, mais du coup je fais de la conception, des calculs, du suivi de chantier, de la relation clientèle, tout ça. J'ai fait un peu de métallerie par ici. J'ai bossé dans d'autres entreprises, dans une autre entreprise un peu plus bas, vers Aigues-Blanches. En parallèle, j'ai commencé pour être moniteur de ski, et c'était pas ce qui me plaisait. Du coup j'ai passé mon test pisteur. Je suis devenu pisteur secouriste. Et j'ai fait ça donc l'hiver. Et l'été, je faisais les saisons pompiers. Première ou terminale, je sais plus, j'ai commencé à faire du job d'été, à travailler dans les hôpitaux, donc en tant que SH, femme de ménage. Et c'est là que ça a été le déclic pour faire l'école d'infirmière.
Une semaine avant de terminer mon diplôme, j'ai un coup de fil j'ai le père d'un copain là, qui avait un magasin de vélo, et il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu penses faire après ton diplôme, parce que ton profil m'intéresse. Et je dis bah moi je sais pas, passer pro ça va être un peu compliqué. Et il me dit écoute, viens bosser 2 mois en magasin et après on rediscute. Et donc je suis allé bosser dans son magasin et à la fin il me dit bah je t'embauche en CDI, tu peux signer là. Au début, je voulais faire pompier professionnel. Et au final, j'ai lâché. Ça m'a plus trop intéressée par la suite. Du coup, je me suis dirigée vers autre chose. Donc dans la sécurité, où je voyais un peu aussi un peu de secours à la personne, etc. Vous l'aurez compris, si on doit résumer l'enquête en une question, c'est qui sont nos sapeurs-pompiers volontaires? Alors pour ça, du coup, la Savoie c'est vaste, il y a plein de territoires différents, il a fallu que tu te déplaces, tu t'es beaucoup déplacé. Tout à fait, je me suis énormément déplacée. Une des observations que j'ai fait au tout début en construisant ma méthode d'enquête, lors des ateliers d'intelligence collective dont a parlé Pierre-Jean avant, c'est que quand on donnait rendez-vous aux sapeurs-pompiers à un point fixe, à un horaire précis, on crée un biais de disponibilité assez important. Et dans ces ateliers d'intelligence collective, il n'y avait jamais plus d'un tiers de sapeurs-pompiers volontaires. Il y a sans doute une part de disponibilité, mais aussi une part d'envie et des personnes qui n'avaient peut-être pas l'information et qui donc ne venaient pas contribuer à ces ateliers, ce qui était bien dommage. Alors il m'a semblé essentiel de venir à la rencontre des sapeurs-pompiers volontaires pour essayer de réduire ce biais de disponibilité un maximum. Donc au début, ça a été à Montmélian, c'est la première caserne où je suis allée, et puis après c'était Porte de Maurienne, et petit à petit, je suis allée voir des dizaines de casernes un peu partout dans le département. Voilà, donc au début c'était surtout en caserne. Après, ça a été sur des chantiers, à Bourg-Saint-Maurice, à Saint-Étienne-de-Cuines, parce que j'avais des sapeurs-pompiers volontaires qui étaient charpentiers et ça les arrangeait d'aller sur leur chantier. Et puis, des fois, c'était sur un café, parfois c'était chez quelqu'un à Beaufort, parfois c'était sur un lieu de travail à Annecy. Voilà, donc petit à petit, j'ai voulu me rapprocher un maximum pour pouvoir réduire ce biais de disponibilité et minimiser les contraintes qui existent déjà dans l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires pour contribuer à l'enquête. Vous avez compris, si vous avez besoin d'une adresse pour une caserne, Amélie, elle sait, elle les a quasiment toutes vues. Ça veut dire que tu as passé aussi beaucoup de temps avec les gens, ça demande du temps? Oui, tout à fait. Une des premières observations que j'ai faites en arrivant dans le monde des sapeurs-pompiers, c'est qu'il y a une vraie culture de la crise, de l'urgence. Alors pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. C'est-à-dire qu'il y a énormément de projets qui se font dans l'urgence, il y a énormément de choses qui se font sous pression. Et moi, au début, je me disais, mais c'est la crise, il y a tout le temps la crise, c'est hyper angoissant. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, on dit crise partout. On dit crise du volontariat, on dit sauvetage du volontariat. En fait, on emploie le champ lexical opérationnel dans les bureaux. Et donc, j'ai voulu un peu sortir de cette culture de la crise. Dire, prenons notre temps, posons-nous, parlons un peu, 1 heure chacun. Donc, je faisais des entretiens d'1 heure où on revenait du début et où je prenais aussi le temps d'avoir des moments off avec les sapeurs-pompiers volontaires. Je vois des sapeurs-pompiers volontaires d'EM, on a fait la Sainte-Barbe ensemble. J'ai aussi fait du sport avec des sapeurs-pompiers, on faisait les tiges à Montmélian. Enfin, l'idée, c'était qu'on crée un lien de confiance et que c'était pas juste j'arrive, je prends les informations et je repars. On apprend à se connaître, on prend le temps, on réfléchit ensemble et on crée quelque chose de nuancé. On prend le temps de recueillir toutes les données. Voilà. Raconte-nous un peu les conditions, du coup. Alors, donc, je l'ai un peu dit avant, donc j'ai beaucoup suivi les gardes. Au début, je me rattachais aux gardes, donc j'étais pas du tout encore engagée. C'était le long processus administratif pour s'engager. Donc, je rejoignais les gardes sans être capable de décaler. Et assez rapidement, les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, enfin les sapeurs-pompiers, étaient curieux. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton enquête? Puis j'expliquais, je suis là pour comprendre, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Puis assez rapidement, ils avaient envie de contribuer. Parfois, on était en train de passer le balai, ils me disaient, alors, il faut que je te raconte quelque chose. Puis parfois, ça durait 5 minutes, parfois, ça durait 1 heure. Parfois, c'était pendant un repas, parfois, c'était pendant un café. Voilà, parfois, c'était pendant une manœuvre à l'SPCC à Valseny. Enfin voilà, c'était à plein de moments différents. Et en fait, ce sont ces échanges officieux qui ont permis de tracer les axes d'études pour l'enquête. C'est-à-dire que c'est à travers ces échanges officieux que c'était ça les plus riches en fait. C'était pas quand j'avais des questions toutes prêtes, c'est quand les personnes arrivaient avec les informations qui permettaient de construire ensuite la structure de l'enquête. Et il y a un seul échange officieux que j'ai pu enregistrer, on va entendre un petit extrait tout de suite. Vous l'entendrez au début, la personne me dit si tu as le temps on pourrait faire un entretien. Je trouve que ça reflète énormément en fait l'enquête. Au début, je craignais un peu qu'on n'avait pas envie de me raconter des choses et assez rapidement les gens m'ont dit t'aurais le temps pour que je te raconte quelque chose.
Et donc en fait, c'est ce qu'on entend là. On entend quelqu'un qui cherche ses mots, un discours qui n'est pas du tout préparé. Et je te laisse le présenter. Voilà, c'est mon préféré. Accrochez-vous bien à votre siège, ça va bouger un petit peu. Le propos est un peu fleuri, mais c'est le fond qui compte. On est prêt? Allez, c'est parti. On pourrait faire un entretien. Tout à fait. C'était attends plus tard. Non, mais là, ce que je veux dire, du coup, c'est, je pensais à ça. Dans une vie normale, les gens, ils vont se lever au milieu de leur nuit plusieurs fois, soit pour quelqu'un de leur famille, en fait. Ou, pas de chance, il y a le feu chez eux ou chez les voisins. Mais... Que nous, concrètement, je veux dire, que ce soit la nuit, même le jour, on est là, on discute, ou on dort, on se lève, on va arriver au pire moment de la vie de quelqu'un, on est content. Non, mais c'est-à-dire quand les gens nous appellent, souvent il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas un beau moment pour eux. Nous on est contents, donc on faisait quelque chose, on arrête tout en fractions de secondes pour aller, donc en étant content, pour aller avec quelqu'un, c'est le pire jour de sa vie, et là malheureusement il meurt, il y a un feu machin, et on reprend une vie normale, direct. Et ça, je trouve ça, des fois ça me perturbe dans ma tête, je me dis, des fois je rentre en caserne, je suis là, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est aussi pour ça qu'il faut être à la fois assez empathique et à la fois trop non plus. Parce que si ça t'affecte et que ça te mine le moral et que t'absorbes tout. Ouais. Et ça, pas tout le monde le fait. Te lever en pleine nuit. Honnêtement, à chaque fois que je me lève la nuit, je perds des points de vie, je le sens. Je suis là, je me prends le pouls et tout. Ouais, non, mais je suis là, mais oui. Tu passes de 50, je veux dire, allez, tu passes de 50 à 120 secondes 3 fois dans la nuit. Et puis t'arrives et en fait, c'est là aussi où je pense que si t'es pas fait pour, faut que tu partes. C'est une phrase d'un vieux SARS qui dit en vrai, pour être pompier, il faut juste avoir des couilles et un cœur, le reste on te l'apprend. Et c'est un pompier new-yorkais qui dit ça. Et en vrai, c'est ça en fait. Parce qu'il faut être couillu, mais pas couillu débile. Mais il faut être couillu d'aller au-delà de sa peur. Voilà, de dire, mais on peut dire j'ai peur, mais vas-y, on est deux, on essaye quand même, on y va. Et du cœur, parce que voilà, se lever en pleine nuit, d'être heureux au moment où les gens perdent tout, mais quand même de cacher. On y va, on est content, et une fois qu'on arrive, on redevient sérieux. C'est quelque chose qui est aussi important. C'est pour ça que ça marche. Le fait d'être pompier marche sur plein de profils. Et c'est ce qui rend ce boulot beau, c'est qu'il y a vraiment plein de profils. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Techniquement, tout le monde pourrait le faire, d'apprendre un truc et monter dans un camion rouge, tout le monde peut le faire. Mais après, d'avoir l'empathie, d'avoir l'envie d'apprendre, la technicité, l'envie de donner aux autres, ça, il n'y a pas tout le monde qui peut. Je suis pas sûr qu'on puisse en faire une devise officielle. Amélie ? Oui, alors donc vous avez entendu, c'est à deux voix. C'était à la fin d'un repas en fait, qui commençait à me raconter ça. Puis j'ai dit, je peux enregistrer? Puis ils me disent oui. Voilà. Alors le but de l'enquête, évidemment, c'est pas de choisir un sapeur-pompier volontaire, ni 10, ni 15, et de dire c'est eux qui ont raison et c'est les autres qui ont tort. Mais c'est plutôt de montrer la diversité des témoignages, des parcours, etc. Et donc le but de cet entretien, c'est pas tellement de cet extrait, c'est pas tellement de défendre le fond, mais c'est de vous montrer un petit peu le contexte dans lequel l'enquête s'est menée. En fait, c'est à travers ces échanges-là qu'on a construit une enquête qui, en tout cas, l'intention était d'être la plus vraie, la plus sincère, et quelque chose qui n'était pas préécrit, mais qui vraiment venait au cours d'une journée de garde, en revenant d'intervention, etc., dans le quotidien du pompier. Alors, on parle toujours d'organisation, ça veut dire que tu as dû organiser aussi tes déplacements? Alors, plus ou moins. Au début, d'ailleurs, je remercie les chefs de bassin opérationnel ou anciens chefs de bassin opérationnel qui m'ont accueilli et qui ont organisé un petit peu mes déplacements au tout début. C'est ce que j'appelle un petit peu les immersions safari. Parce qu'au début, en fait, on m'affectait à un CSM où je restais pendant 12-24 heures. Et après, je passais dans un autre CSM et puis après, je continuais. Et donc, au début, je me disais, c'est top, je rencontre des gens qui seraient peut-être pas venus aux ateliers, etc. Sauf qu'en fait, je crée un nouveau biais de disponibilité. C'est-à-dire que je voyais les personnes en garde postée ou qui passaient à la caserne ce jour-là. Je les voyais pour 12 heures. Donc, il y avait des personnes qui peut-être passaient tous les jours, mais qui n'étaient pas là ce jour-là. Et puis surtout, je voyais quasiment que de la garde postée, vous imaginez bien. Je voyais énormément de sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires saisonniers, avec lesquels j'ai aussi fait des entretiens. Certains étaient aussi double statut, avec une activité volontaire importante. Mais je passais à côté d'un grand public, et notamment très présent dans l'avant-pays savoyard, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers volontaires d'astreinte.
Et donc ça posait vraiment problème. Donc il a fallu que je réorganise la manière dont je menais mes entretiens au cours. Je vous l'ai dit au début, j'ai appris au cours de l'enquête, et il y a eu une réorganisation au fil de l'enquête, où j'ai dû commencer un petit peu plus à donner rendez-vous, à contacter directement les personnes sans passer par la hiérarchie pour les trouver au moment qui les arrangeait le plus. Alors, j'ai mis la carte, tous les points jaunes, c'est là où Amélie s'est rendue, pour que vous puissiez voir un petit peu le nombre et la diversité. Les premiers constats, du coup, sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que tu as vu ? Au début, on m'a demandé de faire un état des lieux du volontariat. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un état des lieux des volontariats. Il n'existe pas un volontariat en Savoie. Il existe plein de formes de volontariat différentes. Il existe plein d'organisations opérationnelles différentes. Il y a évidemment la différence astreinte-garde-postée, mais il y a aussi la manière dont on gère la disponibilité. L'engagement qu'on exige d'un sapeur-pompier volontaire va dépendre d'une caserne à l'autre, va changer d'une caserne à l'autre, et puis l'engagement fourni d'une caserne à une autre va aussi être très variable. C'est quelque chose qu'on va entendre dans la capsule qui suit. Donc très rapidement, je me suis intéressée aux différences entre toutes ces formes de volontariat, les variables en fait, déterminantes qui vont déterminer la forme que prend un volontariat. Quelle est la différence entre étudier le volontariat et les volontariats ? Alors, je suis passée de l'étude de quelques pompiers dans toutes les casernes, donc ça c'était l'objectif initial, à essayer d'étudier tous les sapeurs-pompiers de quelques casernes. C'est-à-dire qu'après avoir fait un petit peu le tour, vous avez vu, il y a plein de casernes différentes, j'en ai sélectionné quelques-unes, en partie dans les territoires où j'étais moins allée, et l'idée c'était de voir tout le monde. J'envoyais un mail, après j'appelais, après j'insistais, et puis vous êtes sûr, vous voulez pas me voir, vous voulez pas me rencontrer ? Et puis voilà, donc j'essayais de voir tout le monde et de dire quels sont tous les profils dans cette caserne, qu'est-ce qui détermine cette caserne, et quels sont les profils qui ressortent dans ce type de caserne, pour ne pas rater le fantôme, pour ne pas rater la personne qui est là 2 fois par an, pour ne pas rater la personne qui peut-être est là que de nuit. Voilà. L'idée, c'était de voir absolument tout le monde dans certaines casernes. Quelles sont un peu les différences, du coup, les différences déterminantes entre les différents types de volontariat ? Alors, si on pousse à l'extrême, on pourrait dire qu'il y a autant de formes de volontariat qu'il y a de personnes volontaires. En fait, chacun a ses particularités, mais il n'y a pas de grande plus-value pour le SDIS de dire ça, c'est joli, mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc j'ai voulu synthétiser ça en 2 grandes variables. Il y a les variables qui découlent des casernes et les variables qui découlent des individus qui s'engagent. Et la manière dont j'étudie le volontariat, c'est la relation entre ces 2 entités, entre le volontariat exigé, demandé dans une caserne, et le volontariat fourni par la personne engagée. Ouais, tu nous as dit qu'il y avait différents types de casernes, quelles sont-elles ? Alors, difficile de vous donner. Comment on en dresse le portrait, ouais. Alors, comment on en dresse le portrait ? Alors, sans doute, la première grande variable dans une caserne, c'est l'activité opérationnelle. C'est combien de départs est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on organise les départs, qu'est-ce qu'on demande aux volontaires, est-ce qu'on est d'astreinte ou de garde postée. Et puis, c'est ce qu'on va entendre voilà, dans la capsule qui suit. Je sais pas s'il y a un minimum requis. Alors moi, on m'avait parlé quand je suis rentré, au moins au minimum, c'était 2-12 par mois. Après, c'est vrai que quand on est en dessous, au final, c'est compliqué de garder les automatismes. Surtout en incendie qui se perdent assez vite. Le SUAP, on en fait souvent et on a beaucoup de recyclage. Moi, je fais une centaine d'heures par mois. C'est un week-end toutes les 4 semaines et un soir dans la semaine. Mais voilà, et moi actuellement je fais que mes gardes, mais je remplace. Et même quand j'ai pas envie, je le fais parce que du coup je veux pas tomber dans ce minimum. Voilà. Et par contre je suis disponible toutes les nuits. On doit mettre sur le planning qu'on est d'astreinte, comme ça Saint-Jean ils savent s'il y a un départ qui part. Et après on s'envoie un message quand ça bip qui peut partir, et on se retrouve à la caserne puis on part. C'est un peu. Ça se fait. Mais des fois, on part tout seul ou à 2. C'est rare qu'on parte à plus de 2. Généralement, vous arrivez toujours à atteindre le POJ ? Ouais. C'est en journée où c'est la merde. Ça, je le sais. Mais normalement, sur les astreintes programmées, on est toujours hors emmerde imprévue. Hein, mais normalement, on est toujours bien. Mais j'avais pas forcément ni le temps, ni la ressource de me réengager des week-ends, de rebosser, de refaire des week-ends de garde que je fais déjà au boulot. Enfin, tu vois, c'est ça qui est très lourd. Par contre, de la disponibilité en semaine, j'en ai. Donc, j'en mets avec plaisir. C'est que quand je suis dispo, je me mets.
Et c'est plutôt si je vois qu'il y a du monde dans la machine, je me mets pas parce que je me dis qu'il n'y a pas besoin. Okay. Tu vois, il y a assez de monde, ça roule, ça tourne. Il n'y a pas besoin, donc je me mets pas. Et du coup, moi, quand je pars en intervention, je pars en tant qu'infirmier. Par exemple, je suis d'astreinte, ça part un SWAP, ça me prend, ça part un SAP, ça me prend pas. Donc, soit je suis en 4e, soit je n'y suis pas. Et après, si le chef d'agrès, ou comme à Montmélian, s'ils ont besoin d'un renfort, et ben ça peut me biper aussi, et là je prends le véhicule qui est dispo à la caserne. Soit sur la caserne, soit sur la compagnie, c'est un BO. Je peux aller à Bourg, aux Arcs, La Plagne. Donc là, on a entendu quelques formes d'organisation différentes. On entend une personne qui ne dit pas les mots, mais en fait qui fonctionne au bip général en Maurienne. Donc tout le monde est bipé et puis il s'envoie un SMS pour dire qui part pas. C'est un fonctionnement drastiquement différent de d'autres centres où on va se mettre disponible et puis on est d'astreinte. Et puis le premier qui parle, qui lui est en garde postée. Donc voilà, on voit que donc les formes de volontariat peuvent être vraiment différentes autant dans ce qu'on demande aux volontaires que dans ce qu'ils peuvent fournir. Du coup. Ouais, et puis ce qui est super intéressant, parce que moi ce que j'ai découvert, ça dépend aussi de l'emplacement de la caserne. Oui, tout à fait. En fait, donc vous le savez bien, la Savoie c'est très varié. On a des montagnes, on a l'avant-pays savoyard, on a un lac, un grand lac, et forcément toute cette grande diversité fait qu'on est plus ou moins isolé. La distance avec le centre hospitalier est plus ou moins grand, le délai des renforts est plus ou moins important, et ce degré d'isolement influence pas non seulement l'activité opérationnelle, mais aussi la culture de la caserne. C'est-à-dire que le degré, je dirais, de débrouillardise d'une caserne est presque proportionnel à son degré d'isolement, parce qu'ils apprennent à faire avec les moyens du bord autant sur le terrain que dans leur caserne. Donc c'est ça qu'on va entendre. On entend certains sapeurs-pompiers volontaires qui témoignent de cet isolement dans leur caserne. En plus, nous là-haut, c'est vraiment spécifique parce qu'à tout moment, en fait, on part à 2 au fourgon, quoi. On est 2 d'astreinte, et ben on part à 2. Si t'as un conducteur, tant que t'as un conducteur, on part à 2. Quand tu pars en 2 comme ça, genre en lot incendie, tu fais juste sauvetage. Ok. Et protection. À aucun moment tu rentres dans le milieu ou dans le bâtiment. Et après, il faut attendre les moyens, les renforts, quoi. Ouais. Ceux qui étaient pompiers ailleurs et qui arrivent ici, se disent oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprends pas, moi dans ma caserne il y avait 200 personnes, mais mec, puis ici c'est vraiment, on est perdu quoi. On a l'impression qu'ils nous oublient. On a l'impression qu'on est les oubliés du fin fond de la Tarentaise. Puis on a l'impression que ils sont pas quand même pas sur la même planète que nous. D'un point de vue climat, d'un point de vue population, c'est tellement différent. Enfin, moi, je vois vraiment la différence avec Montmélian. À Montmélian, il n'y a pas 1 mètre de neige le matin quand tu te lèves. Hein. Ouais. Tu vas pas faire la tournée des poteaux à aller enlever la neige, quoi. Même Bourg-Saint-Maurice, des fois, on se dit, à Bourg, ils ont ça se passe comme ça, pourquoi pas ici? Tu commandes à la pharmacie, tu l'as pas dans 2 jours. La semaine d'après, on s'adapte. On est bien isolé ici, quand même. Mais... c'est top. Et puis après, j'ai commencé à Basse-Tarentaise, donc c'est une petite caserne, que des volontaires. Il n'y a pas de VSAV, à l'époque il y avait un DAL, un FPT et un VTU, c'est tout. Ouais. Donc pas beaucoup de véhicules, enfin on faisait pas beaucoup d'inter, c'était encore au bip général. Et puis après j'ai fait une saison à Beaufort les saisies. C'était chouette et du coup j'ai continué à prendre des gardes peut-être pendant 1 an là-bas. Malgré que j'étais à Basse-Tarentaise, je montais à Beaufort, ils avaient des besoins, donc moi ça me dérangeait pas de monter. C'est un petit village, après c'est sûr quand tu pars toute seule avec ton machin sur une TS ou un machin, il y a quand même un moment où tu te demandes comment tu vas t'en sortir quoi. Mais tu sais que les renforts sont pas loin, donc tu serres les fesses le temps d'eux. C'est pas... voilà. Après tu sais que tu vas pas faire des merveilles avec tes 2 petits bras et ton petit sac quoi, tu feras ce qu'il y a à faire le temps d'eux. Donc là on entend beaucoup de personnes qui parlent du départ en dégradé. Donc quand on part à moins du nombre qui est prévu, des départs en LOSAP, donc avec son petit sac, comme dit la dernière intervenante. Et donc on imagine bien que, moi je fais une comparaison où moi je suis à Aix, on ne part jamais en dégradé. Enfin, moi j'ai jamais vu ça, je suis pas pompier depuis longtemps, mais quand même. Et donc forcément ce qu'on exige des sapeurs-pompiers volontaires, leur degré de débrouillardise, la manière, le fait d'avoir plus ou moins de direction dans la manière dont on intervient, détermine énormément la forme de volontariat qui est exigée, la manière dont on intervient sur le terrain, et puis il parle aussi énormément de matériel. Le matériel est très variable d'une caserne à l'autre, et donc la manière dont on va répondre à un besoin est très variable aussi. Ça, c'est à partir de tout ça que tu as pu faire les profils de caserne.
Voilà, tout à fait. Donc, les profils de caserne, en fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est discerner les différentes variables et puis me dire, alors, qu'est-ce qui ressort dans cette caserne? Est-ce qu'il y a des similarités? Il y a des similarités assez surprenantes, par exemple, entre Exnord et Valsony. Et en fait, l'idée, c'était de déconstruire tout ça en certaines variables et de dire, si on regarde uniquement les variables, quelles sont les similarités entre deux centres? Voilà. Question de fond, qu'est-ce qui caractérise un pompier, finalement? Alors, on pourrait caractériser un sapeur-pompier par plein de choses différentes, par tous ses engagements, toutes ses contraintes à côté, toutes les autres choses qui vont conditionner la manière dont il va gérer son temps. Sans doute, l'engagement le plus important, celui qui va plus conditionner sa gestion du temps, c'est son engagement professionnel, son métier. On voit que les motivations des personnes qui s'engagent et aussi la disponibilité qu'ils peuvent offrir est très déterminée par leur activité professionnelle. Il y en a qui vont chercher une complémentarité par rapport à leur métier. Il y en a notamment, il y a des auto-entrepreneurs qui disent moi ça me fait du bien en fait d'arrêter de penser au profit et de juste penser à l'humain le temps de faire du volontaire. Il y a des personnes qui sont déjà dans le milieu du soin et qui vont donc chercher à mettre à profit leurs compétences en tant que sapeur-pompier volontaire. Il y a des personnes qui travaillent de nuit, qui sont du coup hyper disponibles la journée. Enfin voilà. On peut vraiment comprendre et saisir les enjeux de disponibilité d'un sapeur-pompier volontaire et ses motivations en partant de son métier. Et on a un témoignage. Tout à fait. On a plusieurs témoignages de personnes qui expliquent la place de leur métier dans leur engagement de sapeur-pompier. C'est d'essayer de faire quelque chose en plus de mon activité professionnelle, où je pouvais apporter mon utilité, ce côté, ce dévouement, ce côté d'aide, d'être près des autres. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. En fait, l'idéal, moi, je me fixe d'avoir 2-3 gardes par mois à Chambéry. Alors après, ils sont assez arrangeants. Ils savent qu'on est au bataillon et qu'on n'a pas des dispos de fou, donc ils font en fonction de nous. Et avec les autres volontaires, ils jouent un peu, quoi. Ouais, même en saison, du coup, j'ai 2 jours de repos. En fait, on fonctionne en 4-2, donc 4 jours de travail, 2 jours de repos. Et donc c'est pas systématique, mais j'arrive quand même à donner, selon les besoins du service, au moins une garde sur un de mes jours de repos, que ce soit en 24, jour, nuit. Mais là, sur l'hiver, ouais, ça représente à peu près 3 ou 4 gardes dans le mois, quoi. Par exemple, je prends pas de nuit avant d'aller travailler. Parce que si j'arrive en retard au travail, ça doit pas marcher comme ça, normalement. Après, rien ne m'empêche de prendre par contre une garde après le travail. Tu prends en général combien de gardes par mois? Entre 6 et 12. Non, 12, j'avoue que c'était vraiment l'été où j'étais en vacances. Mais là, je crois que j'en ai 5-6 en général. Quand on pose nos gardes, alors oui, des fois on peut dire qu'on veut pas 2 jours dans la même semaine, tout ça, mais c'est pas toujours pris en compte. Et oui, c'est ça, c'est que ça me rajoute en général, alors des fois c'est des nuits, mais en fait c'est pareil, parce que quand je fais une nuit, que je dors 2 heures et qu'après je viens bosser ici toute la journée, en fait ma fatigue se répercute de toute façon sur le reste de la semaine. Ouais. Donc oui, mon rythme c'est à peu près ça, je fais à peu près entre 36 et 48 heures de garde par mois. Et puis avec des fois si je pars une semaine en vacances, il y a une semaine où j'ai 2 gardes, donc où j'ai 24 heures de pompier en plus de mon boulot. Plus des fois les FMA, voilà. Voilà, donc là on voit qu'il y a plein de personnes qui gèrent différemment, des personnes parfois dans le même secteur qui vont offrir une disponibilité très variable en fonction de ce que leur métier leur permet. Et puis on entend aussi un saisonnier. On a souvent l'impression que les saisonniers du coup sont absents pendant toute la saison, c'est pas forcément le cas. Il y en a qui continuent à donner du temps en tant que sapeur-pompier volontaire pendant la période de saison haute en station de ski. Voilà. Il y a donc une forme de compatibilité entre les individus et les casernes. En tout cas, c'est ce que j'essaye de prouver. On arrive déjà un peu à se douter de ça. Il y a peut-être un profil de sapeur-pompier volontaire qui est tout à fait compatible dans certaines casernes, parce qu'on demande une certaine chose, par exemple de l'astreinte plutôt de la garde. Et puis il y a d'autres profils qui correspondent pas du tout dans un secteur et peut-être qui pourraient se retrouver ailleurs. Et donc c'est un peu ce que j'essaie de montrer. J'essaie d'étudier dans une caserne qu'est-ce que ces sapeurs-pompiers ont en commun.
Qu'est-ce que ces personnes ont en commun dans leur vie privée? Est-ce qu'il y a plusieurs profils qui se discernent un petit peu, que ce soit à travers leur métier, que ce soit à travers leur disponibilité, leur motivation? Qu'est-ce qui caractérise les sapeurs-pompiers d'une caserne? Et puis, est-ce qu'il y a des similarités? Est-ce qu'on arrive à faire ressortir certains types de casernes, certains types de volontaires à partir de ces récurrences, de ces tendances? On a un petit témoignage, pareil, un petit audio. Alors, si je peux juste introduire un petit moment. Pour moi, le plus grand témoin de cette compatibilité, ce sont les personnes avec plusieurs affectations. Là, c'est ce qu'on va entendre, c'est quelqu'un qui a plusieurs affectations, c'est un choix. Et il le montre très bien qu'en fait, dans ces différentes affectations, il trouve des choses vraiment différentes. C'est le cas de plusieurs sapeurs-pompiers volontaires. J'ai trouvé qu'un témoignage suffisait. Mais voilà, en fonction de la caserne où on va être sapeur-pompier, le rôle qu'on va être donné, parfois l'importance de son grade, va être variable d'une caserne à une autre. Le rôle qu'on prendra dans cette caserne sera variable, ce qui montre bien qu'il y a cette notion de... En fait, il y a une réciprocité entre ce que la personne peut offrir, ce que la caserne demande et ce qui crée, en fait, le volontariat qui se crée par cette relation de réciprocité. À Saint-Étienne-de-Cuines, c'est la petite caserne familiale où voilà, on se retrouve facilement, où il y a une amicale, même si on n'est pas nombreux, il y a une amicale dynamique, on fait quelques activités. Voilà, ça reste très familial et proche de ce que j'ai connu quand j'ai attaqué mon activité de pompier volontaire dans l'Aveyron. À Saint-Jean, je vais vraiment chercher le côté opérationnel et garde dans une plus grosse caserne qui va bouger, où on va manœuvrer. Et après, la VSM, c'est pareil, ce côté opérationnel, mais d'un autre point de vue, puisque c'est une intervention plus, que sur les côtés secours à personne. Et en fait, de savoir qu'il y a cette filière 3SM qui existe avec la VSM, les infirmiers qui ont des protocoles d'intervention particuliers, c'est une expérience complémentaire. Et c'est une remise en question aussi sur nos acquis et nos croyances de chef d'agré. Ça permet de se remettre en question, je trouve. Voilà, donc là on entend une personne qui valorise à la fois le côté familial de son petit centre de secours local, le côté opérationnel du centre de secours principal d'à côté, et puis la côté remise en question du fait qu'il est donc au VSM, au véhicule de soutien médical, donc à Montbéliand où il prend des gardes et qu'il conduit la voiture où il y a les infirmiers qui interviennent. On a entendu beaucoup de diversité. Quelles sont les grandes formes du volontariat que tu as trouvées, toi ? Alors, vous imaginez que c'était compliqué à faire parce que le propre de cette thèse, c'est d'expliquer qu'il y a plein de particularités. Mais j'ai quand même essayé de catégoriser les engagements. Je vous donne 3 exemples de gros engagements qu'on peut trouver en Savoie. Le premier, c'est ce que j'appelle l'engagement loisir. Ce type d'engagement, c'est un engagement qui s'apparente un peu plus à comme un engagement dans un club sportif. C'est-à-dire qu'on va compartimenter son temps de sapeur-pompier volontaire. On se dit, moi, de telle heure à telle heure, je suis sapeur-pompier volontaire. Peut-être même que mon uniforme reste uniquement à la caserne. Et quand je suis à la caserne, je suis sapeur-pompier et en dehors, je suis quelqu'un d'autre. C'est ce qui ressort surtout forcément dans les centres de secours où il y a de la garde postée. Généralement, les motivations qui ressortent particulièrement dans ces centres de secours, c'est j'avais envie d'adrénaline, j'avais envie de compétences, j'avais envie de sport. Il y a ce côté des choses qu'on peut entendre aussi dans un club sportif. Moi, j'avais envie de faire partie d'un collectif. Voilà. Donc, c'est des côtés qui s'apparentent beaucoup à un club de sport. Le deuxième type d'engagement que je vois souvent, c'est l'engagement que j'appelle l'engagement quotidien, qui est très courant dans l'avant-pays savoyard ici. En fait, dès qu'on est disponible et sur le secteur, on se met disponible. Donc en fait, dès qu'on n'est pas pris par une autre activité, en fait, on est sapeur-pompier. Et donc là, ce qui change vraiment, c'est que notre lieu de vie, il devient impliqué dans cet engagement de sapeur-pompier volontaire. Le lieu, on peut partir en intervention depuis un repas en famille, chose qui est impensable dans un centre de secours en garde postée. On peut être en train de faire ses courses et on part en intervention. Donc voilà, ça c'est un engagement quotidien qui est plus présent forcément dans les centres de secours avec de l'astreinte, généralement la disponibilité est plutôt de nuit et les week-ends. Où là il y a plutôt des motivations qui sont orientées vers le collectif, défendre son village, défendre son voisin,
mettre à profit ses compétences. On a aussi des sapeurs-pompiers professionnels, double statut dans l'avant-pays savoyard, qui disent ici, moi je suis volontaire parce que je me vois pas ne pas me rendre disponible pour ce village alors que je suis déjà tout formé. Mais si j'étais en ville, je le ferais pas forcément parce qu'ils en ont moins besoin. Donc là, il y a plus cette idée de répondre à un besoin, un engagement pour la communauté, parfois en communauté. Il y a beaucoup aussi d'amis qui s'engagent ensemble dans ces cas-là. Et puis, le dernier, c'est l'engagement semi-professionnel, ce qu'on appelle souvent le prolontariat. Donc, c'est les personnes qui donnent énormément de temps en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Parfois, surtout dans les milieux, dans les stations, c'est un complément financier. Il y a des personnes qui dépendent de ça toutes les saisons. Il y en a parfois qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires saisonniers quand ils n'ont pas un métier, quand ils ne trouvent pas un contrat pour cette saison-là. C'est aussi un statut qui peut être un peu temporaire. Par exemple, les jeunes qui cherchent à passer le concours professionnel, qui vont donner énormément de temps pour essayer de prendre des compétences et se préparer au concours, et ils vont avoir un peu cet engagement semi-professionnel. Il y a aussi des étudiants qui, en fait, c'est leur seul apport financier d'être sapeur-pompier volontaire. Donc, ils vont vraiment dépendre de cet engagement et ils vont le percevoir comme un métier. Et souvent, ils disent, c'est le boulot, c'est le travail. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les entretiens. Je m'arrête là. Quelques exemples de parcours alors, des exemples de parcours. Alors, ce que j'ai essayé de faire aussi, au-delà de cette idée de forme de volontariat, c'est de discerner quels sont les parcours qui reviennent. J'ai essayé d'imaginer le parcours du sapeur-pompier volontaire. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va rendre un engagement plus durable ou moins durable? Quels sont les vecteurs de recrutement, quels sont les vecteurs de fidélisation et quels sont les freins? Et donc, ce que j'ai un peu vu, 2 étapes. Il y a les fondements de l'engagement, qui sont extrêmement importants, on perd du monde en fait. Les fondements de l'engagement, c'est les procédures administratives. C'est aussi l'intégration dans la caserne. Donc, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on est bien intégré? Il y a des personnes qui connaissent tout le monde à la caserne, ça se passe super bien. Il y a des personnes qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires parce qu'ils essayent de s'intégrer, mais justement, ils ne sont pas du coin, du coup, ça passe pas trop et parfois, ça s'arrête là. Et puis après, il y a la formation. Donc, la formation, est-ce qu'on se rend compte des missions qu'on nous demande? Est-ce qu'on se retrouve dans le trinôme il faut savoir apprendre des choses par cœur. Le Go-Swap, c'est un gros livre. Il faut aussi savoir être un peu manuel. Il faut savoir être débrouillard. Et puis, il faut être un peu sportif. Et puis, s'il y a un des 3 qui n'y a pas, si on n'est soit pas du tout sportif, ou pas du tout manuel, ou pas du tout... parfois, on ne s'en sort pas. Et puis après, il y a les mises en situation. Est-ce que j'arrive à gérer le stress? Est-ce que j'arrive à gérer l'angoisse des personnes? Et puis après, il y a le passage au terrain. Ok, là, j'ai pas forcément appris ça en formation, et là, je suis face au terrain. Est-ce que je sais gérer en fait? J'ai pas appris ce protocole-là, j'ai pas appris cette conduite à tenir. Voilà. Donc là, c'est un peu les fondements de l'engagement. Une fois que la personne a passé tous ces caps-là, on part du principe que l'engagement est fondé. Et puis, il y a des choses qui vont rendre plus ou moins durables, notamment les liens qui vont créer en caserne. Peu de personnes disent je m'engage pour les copains, mais beaucoup de personnes disent je reste engagé pour les copains. Il y a aussi l'activité opérationnelle. Est-ce qu'on est satisfait de l'activité opérationnelle? Autant dans la nature des interventions que dans la fréquence des interventions. Il y en a qui ont peur du feu et puis il y en a qui demandent que ça. Donc voilà, il y a ça qui joue aussi. Donc en fait, j'ai essayé de discerner tout un ensemble de vecteurs. Je ne vais pas vous faire la liste, on sera encore là demain. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée, de discerner les freins et puis les vecteurs. Et puis il y a aussi une histoire du volontariat. Il y a eu des changements structurels relativement récents qui influencent évidemment tout ça. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle SDIS, on pense SDIS, on est un SDIS. Mais ce SDIS, il n'a que 25 ans. La départementalisation est quand même relativement récente, elle date de 2001. Et même si aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui sont sapeurs-pompiers volontaires dans nos rangs, qui ont connu la départementalisation, ou plutôt la pré-départementalisation, cette histoire, elle détermine la forme que le volontariat prend aujourd'hui. Elle détermine l'accueil, on va dire, des protocoles. Parce qu'en fait, après la départementalisation, il a dû avoir une espèce d'homogénéisation des protocoles, de la formation, du matériel. Et avec tout changement vient un départ, et parfois cette homogénéisation n'a pas été bien comprise, et il y a des centres qui se sentent plus ou moins départementalisés. Et je me suis beaucoup appuyée sur les témoignages de ce qu'on appelle les anciens, qui ont un peu raconté leur parcours, l'évolution de l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires et comment ils l'ont vécu, pour comprendre comment est-ce que les gens perçoivent la protocolisation, la réglementarisation, et comment est-ce qu'ils vivent ça. Et comment est-ce que ça impacte aujourd'hui le sapeur-pompier volontaire? On a un extrait, oui. Dit extrait de l'ancien. Un extrait de l'ancien. Mon préféré.
faut bientôt remplir le papier d'intervention avant de partir en intervention. Voilà. Si vous n'avez pas fait le rapport, oh mon Dieu, on n'a pas fait le camembert de la journée. Aïe, 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 comment on va faire? Ça, c'est compliqué. Avant, vous partiez sur l'intervention, puis voilà, quoi. Vous avez votre boulot. Vous avez le rapport, vous aviez le temps de le refaire. Après, avant, c'était pas pareil, c'était la mairie qui gérait tout, c'était... Bon, c'était plus... presque familial, on pourrait dire. La formation, c'est pas pareil. Avant, si vous voulez, on faisait les formations pendant qu'on faisait les manœuvres. Maintenant, c'est plus ça, ils vous bloquent 1 jour, 2 jours, 3 jours pour faire les formations. Alors, je pense qu'il y aura de moins en moins de volontaires, hein, parce que, vous n'allez pas dire en semaine à votre patron, qui c'est qui me paye mes congés, et ainsi de suite, quoi. Moi, je vais faire un stage chez les pompiers. Nous, on avait quand j'ai commencé, on avait l'échelle, c'était avec les manivelles, hein, les engrenages et tout. Hein. Il y en avait 2 il y avait le conducteur, le chef d'agrès, les équipiers, ils étaient derrière sur un banc, à l'air libre. Ouais. Vous voyez, ça a changé le matériel. Non, vous appuyez sur un bouton, il fait tout seul bientôt. À part quand il tombe en panne. C'est un gros problème, ça. Puis voilà, il y a plein de choses comme ça. On avait pareil, les ambulances, ça s'est amélioré et tout. Si, le matériel, c'est bien. Voilà, on l'a entendu, il y a un petit moment d'histoire là. Oui, tout à fait. L'extrait part pour lui-même, je n'ai pas tellement envie d'en rajouter. Le concours, et puis il y a donc la question aussi du concours, puis la question de la hiérarchie. Tout à fait. En fait, c'est un peu ce qu'explique l'ancien dans l'extrait, c'est qu'avant, c'était la mairie qui gérait. Et avant, pas la direction, mais les chefs, on va dire, comme ils disent, les chefs étaient plus proches, c'est-à-dire qu'on gérait localement les choses. Et puis avec la départementalisation, il y a eu une centralisation. Et pour beaucoup de centres de secours, il y a eu un éloignement de la direction. Et puis, il y a eu énormément de recrutement. Il y a eu de plus en plus de strates dans la hiérarchie, de plus en plus de chefs, de chefs, de chefs, de chefs, de chefs. Et puis, ça a un peu compliqué la communication. Puis en plus de ça, tu as dit, Jérôme, il y a le recrutement par concours. Il y a de plus en plus de recrutement par concours et c'est pas tout à fait le modèle dans lequel sont arrivés beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires, où il y a l'ancienneté qui prime, où on connaît la personne, elle vient du coin, etc. Maintenant, il y a beaucoup plus de turnover dans les cadres et c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour beaucoup d'hommes du rang qui témoignent du fait que en fait, il y a des personnes qui viennent, ils arrivent 4 ans, ils apprennent à connaître le secteur et après ils partent. Et en fait, on n'arrive pas à créer quelque chose de durable parce qu'ils partent. Et puis, on nous impose des protocoles et des règlements. Et en fait, on ne connaît pas notre secteur, donc c'est pas adapté. Et en fait, c'est ce décalage-là qui pèse sur beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires. Et je parlais tout à l'heure des freins dans le parcours. Et ça, clairement, ça a été affiché, en tout cas dans les entretiens, comme étant un réel frein. On est quasiment au bout. Un petit mot de conclusion et puis on va passer aux questions, aux échanges. D'accord. Alors le paradoxe un peu de cet échange, enfin plutôt de cette présentation, c'était que j'ai dû synthétiser, un peu généraliser les choses, alors que la thèse même que j'essaie de porter, c'est que il y a des particularités locales qu'il faut prendre en compte pour pouvoir prendre des décisions adaptées, comprendre les personnes qu'on dirige pour pouvoir proposer des formes de volontariat qui sont compatibles avec leurs besoins. Donc j'espère que vous aurez compris un petit peu cette grande diversité qu'il y a. Moi, je retournerai en caserne pour faire des restitutions plus locales, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu constater dans vos casernes localement. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On peut la remercier, c'est un boulot incroyable. Elle vous laisse échapper. C'est le temps des échanges et des questions. Pierre-Jean, je vais te demander de revenir un petit peu sur scène. On a un micro complémentaire. Ah non, c'est pour toi le micro. Et voilà, Sandra a un micro. Si vous avez des questions, c'est le moment. Des réflexions, qu'est-ce que ça vous inspire? On peut y aller. Oui, allez-y. Amélie, bonjour, mon commandant, bonjour. Bonjour. Jean-chef Auclair, Valseny. À l'échelon de nos centres de secours respectifs, que peut-on mettre en place de matière attractive pour recruter, attirer des jeunes sapeurs-pompiers? Des jeunes sapeurs-pompiers. Du pompier volontaire.
En fait, je pense que ce qu'il faut retenir de la synthèse qu'a voulu faire Amélie, c'est la volonté en fait, d'essayer de cibler les recrutements. En fait, on se rend compte par sa présentation qu'il existe différents types de profils chez les sapeurs-pompiers volontaires. Et du coup, en fonction des besoins identifiés par caserne, je pense qu'il faut qu'on essaye de cibler. Je prends l'exemple de Valseny. Si on a identifié que le besoin est en journée, ben, du coup, il va falloir qu'on aille chercher des gens qui sont en capacité de donner de la disponibilité en journée. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle ou de solution miracle en termes de recrutement. Par contre, il faut qu'on essaye de développer de multiples outils, utiliser de multiples outils de communication pour justement aller chercher ces personnes qui correspondent réellement à notre profil. Moi, ce que je retiens précisément du travail d'Amélie, c'est vraiment ça, c'est que chaque territoire a sa particularité, a sa spécificité. Et donc, du coup, pour être pertinent, il va falloir qu'on essaye d'aller chercher ces spécificités et pour, du coup, apporter une réponse qui correspond au territoire. Si je peux juste rajouter quelque chose, Valseny qui fait partie des centres de secours où j'ai vu énormément de personnes. Valseny a un peu la particularité d'avoir un engagement beaucoup par groupe. C'est beaucoup des groupes d'amis qui viennent s'engager. Et puis en plus, vous avez aussi la particularité d'avoir des lettres que vous envoyez à tous les jeunes en disant « Venez découvrir notre caserne, devenez sapeurs-pompiers volontaires » quand ils ont 17 ans. C'est quelque chose qui marche énormément. Je pense que vous le savez, que dans vos rangs, vous avez énormément de personnes qui ont été recrutées comme ça. Et c'est un exemple que je donne souvent. En disant comment est-ce qu'on peut recruter plus de personnes dans les secteurs. Vous savez qu'à Valseny, on envoie des lettres à toutes les personnes qui ont 17 ans pour les inviter à devenir sapeurs-pompiers volontaires. Et en fait, votre démarche à Valseny, qui marche très bien, en fait, elle peut peut-être s'appliquer à Aix-Nord. Elle peut peut-être s'appliquer à M. Elle peut peut-être s'appliquer dans d'autres centres de secours qui, au premier regard, n'ont peut-être pas l'air d'être tout à fait pareils, mais peut-être que cette démarche-là va marcher. Et donc là, c'est l'exemple de Valseny, mais il y a d'autres démarches de recrutement qui sont locales, qui sont des démarches vraiment bref, c'est les personnes locales qui ont pris cette initiative, et on pourrait appliquer ça dans les autres centres de secours. Donc sans doute qu'une fois que les rapports seront terminés, bientôt, on pourra prendre un petit pas de recul et de dire, peut-être qu'on peut prendre cette initiative-là et puis essayer de l'appliquer ici. Et peut-être qu'on peut s'intéresser aux variables communes et se dire peut-être que il y a une logique de communauté similaire dans ces deux centres qui sont des endroits opposés du département, mais qui ont des logiques et des envies similaires pour s'engager. Voilà ma réponse. Est-ce qu'on a une autre question? Allez-y, c'est le moment. Oui, allez, monsieur. Le micro arrive. Oui, ma question elle est plus opérationnelle du coup. Amélie, elle fait ressortir qu'il y a plusieurs volontariats, même dans les casernes. Et du coup, par contre, on a quelque chose qui s'impose à nous, c'est le règlement opérationnel. Et du coup, quel est le mélange qu'on peut faire pour ne pas perdre ce règlement opérationnel, essayer de le tenir un maximum, et aussi tenir compte de la flexibilité des gens. On dit qu'il faut être 6 même en journée, on n'y arrivera jamais. Et donc, comment on peut arriver à travailler là-dessus pour que les chefs de centre ils soient plus sereins aussi? Alors, ta question, Ludo, elle m'amène plusieurs réflexions. La première, c'est qu'on se rend compte que certains départements, sur l'aspect opérationnel, ont fait le choix de prioriser les départs en fonction des typologies d'effectifs disponibles. Je m'explique. Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont conventionnés, on les fait partir que sur certaines typologies d'intervention pour éviter ce que l'on connaît, carence d'ambulances privées ou interventions qui ne font pas partie de notre cœur de métier. Avec pour objectif de se dire, cette ressource-là, qui a été libérée par un employeur, on va la garder vraiment pour les notions d'urgence. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, on a discuté avec le directeur et le directeur adjoint, qui réfléchit à comment on pourrait mettre en œuvre ça dans notre département et du coup, comment opérationnellement parlant, on est en capacité de pouvoir différencier les typologies d'intervention par rapport à la nature de la disponibilité. Donc je pense que ça, c'est un premier élément de réponse. Après, le deuxième élément de réponse, c'est comment on travaille, c'est-à-dire comment on optimise la couverture opérationnelle des casernes pour répondre justement à ces obligations réglementaires et à cette volonté de couverture de notre territoire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de règlement opérationnel, on parle d'obligations, c'est parce qu'en fait, on a envie et besoin d'apporter la meilleure qualité de service public à la population. Du coup, j'entends ta remarque sur le fait que l'équation est difficile parce que quand on est chef de centre, on nous demande de tenir des effectifs
Et en même temps, on se rend compte que le discours d'Amélie est de dire il faut qu'on essaye d'être souple, il faut qu'on essaye de s'adapter aux typologies de sapeurs-pompiers volontaires, et c'est pas toujours compatible tout ça en fait. Donc effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire sur comment on engage nos sapeurs-pompiers, quelle mission on leur fait faire. Et à titre personnel, je pense qu'il faut qu'on se recentre sur nos missions, parce que si on s'écarte trop, en fait, on va perdre d'une part en compétences, mais aussi on va perdre des gens qui vont se démotiver. Et ensuite, il faut que justement on arrive à motiver des nouvelles ressources, peut-être qu'on n'avait pas identifiées, pour venir étoffer nos effectifs. L'engagement différencié avait cet objectif-là de se dire si on va recruter des personnes qui font que du secours à personne, peut-être que ça nous permet d'intégrer dans nos rangs des personnes que l'on n'aurait pas ciblées de manière première. Oui, on a une autre question. Désolé, c'est de l'autre côté, Sandra. Oui, donc question à Amélie, mais Pierre-Jean également éventuellement. Vous avez beaucoup parlé de la nécessité de travailler sur l'engagement du pompier volontaire. On a dit qu'on avait une baisse de l'engagement, mais on a aussi un besoin de maintien parce que notamment on a besoin de compétences, des poids lourds, des chefs d'agré, des gens qui acquièrent des compétences. Amélie a beaucoup parlé des différenciations, des motivations, des profils. C'est le travail du sociologue, c'est normal d'essayer de noter un petit peu ces différences. Mais est-ce que tu as noté des facteurs communs à la motivation sur lesquels le SDIS pourrait travailler de façon à favoriser le maintien du volontaire dans son engagement, de façon à acquérir ses compétences, etc. Quelques points communs sur lesquels on pourrait travailler. Bien sûr, merci pour la question Yann. Alors, j'ai brièvement abordé l'histoire du parcours du volontaire et c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur les fondements. Mais après, il y a vraiment l'enjeu de la résilience, de l'engagement, de l'endurance de l'engagement, comme j'aime l'appeler, comme si c'était un effort. Et en effet, c'est quelque chose qui est pris en compte dans l'étude du parcours du volontaire, notamment du fait du cycle de vie du volontaire. On en a parlé récemment, comment les motivations d'une personne, mais aussi la disponibilité d'une personne va évoluer au cours du temps. Peut-être ils vont se mettre en couple, ou ils vont avoir des enfants. D'autres contraintes vont se rajouter. Et donc, la forme de volontariat qu'ils vont pouvoir fournir va évoluer aussi en fonction de ça. Donc l'étude, elle se fait aussi dans le temps. L'idée, c'est pas de dire que le volontariat, c'est quelque chose de figé. Déjà, le volontariat lui-même évolue, la population elle-même évolue, et puis chaque individu, lui aussi, évolue. Donc voilà, tout ça est réfléchi dans le temps. Aujourd'hui, je ne pourrais pas te fournir des vecteurs de fidélisation qui me viennent en tête là, mais dans les casernes, il y a des vecteurs de fidélisation qui en sont propres. Sans doute celui qui ressort le plus souvent, c'est ce que j'ai dit avant, on reste pour les copains, pour l'ambiance. C'est hyper important. Et quand il y a une chute de l'ambiance, c'est difficile de maintenir des gens. Quand il y a des personnes qui partent, parfois ça déclenche d'autres départs. Mais par contre, quand on remet en place une amicale après qu'elle ait chuté, parfois ça relance. On a souvent parlé du cycle d'une caserne avec Pierre-Jean, de comment une caserne et les personnes, leur motivation est aussi cyclique. Et donc il y a des moments de haut, et puis après ça rechute, parfois avec le départ d'un cadre ou voilà, un conflit, et puis après ça reprend, parfois avec des nouvelles recrues aussi. Et donc voilà, tout ça c'est pris en compte dans l'étude du parcours du volontaire. Pour compléter tes propos, Amélie, on a travaillé à la sous-direction santé sur un questionnaire qui est adressé aux sapeurs-pompiers volontaires qui cessent leur engagement pour essayer de comprendre les raisons qui les poussent à arrêter. Il en existe une multitude et l'intérêt de ce questionnaire, c'est leur permettre aussi de pouvoir avoir un temps d'échange, soit avec le psychologue, soit avec quelqu'un du groupement volontariat, de manière à pouvoir justement s'exprimer sur qu'est-ce qu'il a vécu dans son engagement, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui à l'inverse était potentiellement perfectible, de manière à ce qu'on puisse justement capitaliser et potentiellement éviter de retomber dans les erreurs qui puissent exister pour justement garder le plus longtemps possible nos sapeurs-pompiers. Parce que comme tu l'as bien expliqué, aujourd'hui, c'est ce qui est la base de l'encadrement des structures, de la compétence, des aptitudes. Et aujourd'hui, on a besoin de 109 et on a aussi besoin de sapeurs-pompiers qui puissent maintenir un certain cadre et des certaines compétences. On a le temps pour d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, juste devant. Merci. Alors moi j'aurais deux questions. Une pour Amélie, je voulais savoir si dans ton enquête tu avais pris en compte les jeunes sapeurs-pompiers.
et de l'entretien des jeunes sapeurs-pompiers, par exemple, ce qu'on en a ici aujourd'hui. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut casser ce décalage entre, comme on a dit dans l'enquête, les chefs, on parle souvent de nos chefs. Nous, à Yenne, on a le directeur et le directeur adjoint qui sont venus à OCS. Et pour des volontaires, c'est vrai qu'on a un langage très différent entre, moi je vois au CTA et à Yenne. Par exemple, on parle de projet d'établissement, de règlement opérationnel. Et dans le questionnaire qu'on a reçu récemment, il y a beaucoup de questions qui sont revenues vers moi en disant qu'est-ce que le projet d'établissement et qu'est-ce qu'un règlement opérationnel, qu'est-ce que le SDACR, à quoi sert tout ça. Et en fait, malheureusement, on a un énorme décalage entre ça. Comment on peut réduire ce décalage entre nos chefs et des sapeurs qui ne parlent pas du tout le langage du SDIS, quoi. Alors, je vais commencer par la question sur les JSP. Alors, je suis désolée, ce n'était pas le focus de mon enquête. Évidemment, ils sont quand même évoqués, notamment du fait que c'est un vivier de recrutement énorme pour les sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui témoignent de « moi, j'étais JSP, j'ai commencé comme ça ». Mais c'est vrai que j'ai enquêté avec des personnes, il y a des personnes qui ont participé, qui sortaient tout juste des JSP, notamment aux échelles de sapeurs-pompiers volontaires qui sortaient des JSP 2 mois avant. Mais j'ai pas fait un focus sur les JSP, même si c'est évident que, notamment à Novalaise, le fait d'avoir une section JSP, c'est un vivier de recrutement énorme. Et ça permet de confirmer l'envie de devenir sapeur-pompier volontaire, d'avoir des connaissances sur le long terme, etc., qui permettent de faciliter la prise des fonctions SPV. Après, tu veux prendre la... Oui, je vais compléter par rapport au JSP. Aujourd'hui, on a effectivement des unités opérationnelles. J'ai en tête Valoir, j'ai en tête le centre de secours des Bauges, où c'est grâce au JSP qu'aujourd'hui on arrive à avoir une continuité des effectifs. Sans ces jeunes sapeurs-pompiers, on n'aurait plus de sapeurs-pompiers dans ces casernes-là. Donc aujourd'hui, la volonté départementale, c'est justement que le service, le SDIS, puisse accompagner au maximum ces jeunes sapeurs-pompiers. On est en train de construire une association départementale des jeunes sapeurs-pompiers qui a pour objectif de pouvoir accompagner au mieux les sections de JSP pour pouvoir vous faciliter d'une part l'intégration en tant que sapeur-pompier volontaire. On a malheureusement encore quelques secteurs où il y a peu de liens entre la section de jeunes sapeurs-pompiers et le centre de secours. Et ça, c'est problématique parce que si on ne vous intègre pas dès maintenant, le passage en tant que sapeur-pompier volontaire sera difficile et problématique. Et puis l'autre enjeu que j'y vois, c'est que certains d'entre vous potentiellement ne deviendront pas sapeurs-pompiers volontaires, mais malgré tout, pendant ce cursus-là, on vous aura donné des clés, on vous aura donné des valeurs, on vous aura donné un état d'esprit. Et ça, en tant que sapeurs-pompiers, ça nous semble indispensable de pouvoir continuer à véhiculer cette valeur, ces éléments auprès de la jeunesse. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté départementale qui est portée par le président de mettre des moyens au profit des jeunes sapeurs-pompiers pour pouvoir faciliter votre engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, de même pour ceux qui le feront. Pour répondre à la deuxième question, je pense que le directeur départemental en parlera tout à l'heure, mais effectivement aujourd'hui on a bien conscience qu'il y a un décalage. Des fois on parle même de rupture, ou en tout cas il y a un fossé entre ce qui est perçu sur les territoires et ce qui se fait à l'état-major. Et donc du coup, comment on va le solutionner? Très sincèrement, j'en sais rien. Je pense qu'il y a une nécessité de mettre de la communication interne qui soit davantage ciblée pour que justement on soit sûr que celui que je vais appeler l'utilisateur final, c'est-à-dire vous, il ait bien l'ensemble des informations et qu'à l'inverse, le grand chef, le directeur départemental et le président, il ait aussi la vision de vos ressentis. Et le travail qu'a fait Amélie, que je trouve est vraiment très intéressant, parce que justement elle est venue à votre contact pour essayer de comprendre quels sont vos enjeux, quelles sont vos difficultés, quels sont vos besoins, et pour que nous, groupement du volontariat, on essaye d'y répondre au mieux. Et en tout cas, c'est l'objectif que l'on se fixe au quotidien et que l'on continuera à se fixer, c'est d'être sûr que ce qu'on est en train de mettre en place, ça réponde bien à votre besoin. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une décision qui vient du haut, mais qui est en décalage complet avec la réalité du territoire. On sait que ça existe, malheureusement, et donc du coup, le travail qui est à l'heure actuelle réalisé, c'est pour justement s'assurer que ça fonctionne. Donc je laisserai le directeur évoquer ce sujet parce que je pense qu'il avait prévu d'en parler. Avant le directeur, on a encore le temps d'une ou deux questions. Une fois, deux fois, trois fois. Oui, allez-y. Le micro est juste derrière vous. Ouais. Bonjour, Stéphanie Sugin. D'abord, je voudrais souligner la qualité de cette étude qui m'a permis, pour reprendre les éléments de langage d'Amélie, de faire
le pas de côté. Donc merci. Ma question s'adresse au commandant Pierre-Jean Gobert. En quoi la neutralité, la méconnaissance du milieu des sapeurs-pompiers d'Amélie vous a aidé à construire votre plan d'action en lien avec les mesures que tu nous as présentées en propos introductifs ce matin? En fait, comme je l'ai évoqué en introduction, c'est que l'histoire des sapeurs-pompiers fait que nous travaillons souvent en autonomie, dans notre microcosme sapeurs-pompiers, et qu'on s'ouvre très peu sur l'extérieur. Pour vous donner un exemple, quand on souhaite recruter un sapeur-pompier volontaire, la plupart du temps, on attendait que ce sapeur-pompier volontaire vienne taper à la porte pour lui expliquer comment ça fonctionne et le recruter. Aujourd'hui, on se rend compte que cette façon de fonctionner n'est plus adaptée à nos organisations, n'est plus adaptée aux nouvelles générations, et du coup, il faut que l'on soit proactif. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que justement Amélie, en arrivant avec son œil extérieur, du coup qui ne connaissait rien de ce milieu sapeur-pompier, elle a pu nous ouvrir les yeux, nous montrer que des fois on avait des biais cognitifs, ou en tout cas qu'on faisait des raccourcis sur certains sujets. Je pense qu'elle me l'a dit assez régulièrement, que j'ai des idées bien marquées ou bien ancrées, mais qui en fait se basent sur rien, hormis mes convictions personnelles. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui puisse arriver justement avec son œil extérieur et puis une vraie volonté de découvrir les gens. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire parce qu'elle le mérite réellement. Sa volonté de pouvoir s'intéresser de manière très précise aux personnes, aux sapeurs-pompiers, a permis de justement en retirer en fait l'essence même de leur engagement. Et donc, pour moi, ta question, Stéphanie, elle permet de faire le lien avec la volonté que l'on a au niveau départemental de s'ouvrir vers l'extérieur. Aujourd'hui, il y a une volonté de créer un club partenaire. On va attaquer en décembre 2025 pour justement créer du lien avec le monde extérieur, pour qu'on arrête de travailler en fait entre sapeurs-pompiers et qu'on essaye d'aller chercher ce qui se fait bien ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui peuvent nous apporter des choses. Et en parallèle, nous, on peut aussi leur apporter des choses. On a une expertise technique, on a le fait d'être en capacité de gérer des situations complexes. Donc on a une capacité d'adaptation. Et je pense que ces échanges entre différents métiers, entre différents microcosmes, permettra de grandir. Et puis ça permettra aussi de nous faire connaître. Parce que je pense que tout le monde dans la population a déjà vu un camion rouge avec un gyrophare, mais sans savoir ce qui s'y cache derrière. Et en fait, ce qui s'y cache derrière, c'est les gens qui sont en face de nous aujourd'hui, qui n'ont pas tous les mêmes volontés, les mêmes envies de s'engager, mais qui au final le font pour la population. Et ça, je pense que c'est important qu'on arrive à le véhiculer de manière assez large. Je vais juste rajouter quelque chose, même si ce n'était pas pour moi la question. Pour ce qu'a évoqué Pierre-Jean au début, en fait, le côté assez universitaire, chez moi, qui forcément m'a été appris à la fac, c'est que souvent quand Pierre-Jean m'expliquait les choses, je demandais la source. Et puis parfois il disait source Pierre-Jean. Et en fait, du coup, assez rapidement, j'en suis arrivée à problématiser plein de choses. En fait, à dire, est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'il y a vraiment une crise du volontariat? En fait, j'allais sur le terrain et je demandais, une des dernières questions que je posais, c'était est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une crise du volontariat? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une crise du volontariat? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une crise du volontariat? Donc voilà, c'est en fait de problématiser beaucoup de choses qui ne sont pas acquises pour moi parce qu'elles sont étrangères, en fait, tout simplement. Et je rajouterais pour le niveau de l'extériorité, je pense sincèrement qu'il y avait une grande plus-value dans la sincérité des propos des sapeurs-pompiers volontaires, tout simplement parce que quand on me demandait ce que je venais faire là, ma seule mission c'était de comprendre. J'étais là pour écouter, en fait. Et parfois j'ai senti qu'il y avait un petit peu de méfiance. Enfin, moi, je le sens aussi parfois dans mon centre de secours. Attention, elle fait un rapport pour la direction. Mais en fait, assez rapidement, les gens se sont rendus compte que moi, j'ai pas d'intérêt autre que de comprendre. Moi, je ne cherche pas à faire ma carrière ici. Je cherche tout simplement à bien réaliser ma mission qui se terminera au bout de 2 ans. Et je pense que le fait de poser ce cadre extérieur et le fait que je ne porte pas de grade, en fait, ça avait une réelle plus-value pour beaucoup de personnes qui se sentaient libres de s'exprimer et qui d'ailleurs, quand je leur ai demandé est-ce que je peux faire écouter votre voix, il y en a certains qui m'ont dit non, tu peux l'utiliser pour ton rapport, mais j'ai peur qu'on me reconnaisse et j'ai peur que ça me retombe dessus. Et peut-être que j'aurais pas su autant si jamais je portais un grade et si jamais je disais oui, moi je veux passer le pro dans je ne sais pas combien de temps. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Sur notre timing, on est plutôt pas mal.
Une fois, deux fois, trois fois. Alors, on va remercier une fois encore et Pierre-Jean et Amélie. Oui, vous pouvez, largement. J'ai besoin de vous garder sur scène parce qu'il y a les merci, mais je vais vous demander d'accueillir évidemment Fabrice Terrien, le directeur du SDIS de la Savoie, qui va nous dire quelques mots. Merci Jérôme. Je me sens entendu de pied ferme. J'ai écouté tout ça avec beaucoup d'attention. D'abord, merci à tous les deux, surtout à toi Amélie, parce qu'on vient de vivre un moment de vérité pure, je crois. Ça s'est passé comme ça, parce qu'Amélie a su construire un lien de confiance avec les équipes. Il n'y avait pas d'enjeu à te parler. Et tu as su expliquer qu'on cherchait des choses importantes pour préparer l'avenir. Et ça nous a amené à collecter beaucoup de choses. Et les témoignages, ils ne sont pas trafiqués, il n'y a aucune voix qui est masquée, rien n'a été censuré. Alors évidemment, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut parler des gros mots pendant la capsule et tout? Oui, bien sûr, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Donc on dit les choses telles qu'elles sont traduites au moment où Amélie passe. Effectivement, tu as enregistré pour te souvenir, pour le repasser, et puis ça nous a servi de véhicule pour en faire l'illustration aujourd'hui devant vous. On a pour le volontariat une ambition importante en fait de redémarrage, de dynamisation. Les raisons techniques, j'y reviens pas. Enfin, vous voyez, il a expliqué qu'il y avait moins de pompiers, il a expliqué qu'il y avait moins de disponibilité de sapeurs-pompiers, il y avait moins de JSP. Enfin, tout ça nous inquiétait énormément. Brigitte Beauchaton s'en est saisie, elle a déclenché des choses. Et maintenant, il faut qu'on se dise aussi à quoi ça sert. Pour être très concret, ça sert à mettre des pompiers dans les camions. Aujourd'hui, si vous regardez votre téléphone portable parce que vous avez une connexion avec l'outil d'alerte, vous voyez qu'on peut avoir 10, 12 pompiers pour 4, 5 camions. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans chaque camion et qu'on est obligé de faire des additions de camions avec des petits effectifs pour avoir un vrai effectif à la fin qui permet de concourir à la mission. Donc on veut réduire cela, pas pour réduire le nombre d'engins, simplement parce que quand on intervient tout de suite avec le bon effectif, on a plus d'efficacité, on a plus de sécurité pour l'équipe. Donc on est déterminé à modifier les choses et donc à faire en sorte qu'on retrouve du temps de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires et donc pour améliorer, on va dire, notre contrat opérationnel, mais notre contrat opérationnel, si on le regarde pour le coup d'un point de vue politique, et je me tourne vers les élus, c'est pour la sécurité de la population, mais des populations qui viennent aussi irriguer le territoire de la Savoie. C'est aussi pour sauver nos emplois, c'est pour protéger l'environnement, c'est pour améliorer l'attractivité de notre territoire, permettre son développement aussi. Et donc, en fait, on sert à tout ça, en réalité, en bout de chaîne. Donc on a un fort sentiment d'utilité, tous, dans cette affaire, et des fois, en réalité, on a aussi peut-être tendance à l'oublier de temps à autre, tellement les enjeux sont puissants à d'autres niveaux qui consistent que celui consistant à simplement faire sortir l'engin, même si c'est important. Voilà, donc on développe cela. Le nombre de mesures, il est important. André Pointel l'a dit sur une des conférences saison 1. Il y a un document. Le document, il n'est pas fait pour faire genre ou style. Il est fait pour développer les mesures et pour changer cette situation qui a été décrite plus tôt. Alors, on a mis en place beaucoup de choses et c'est un des cœurs battants de notre projet d'établissement. C'est-à-dire comment on fait évoluer le SDIS en tant qu'organisation dans les 5 prochaines années, c'est d'avoir un volontariat plus dynamique. Et pour que ces mesures qui étaient collectées au travers de vos contributions, il y a eu plein de soirées organisées pour créer des idées, eh bien en fait, il nous faut une organisation transformée. Et on a fabriqué un groupement du volontariat. Aujourd'hui, ils sont 10,5 parce que Carole, elle était en face de moi il n'y a pas longtemps. Elle est à mi-temps entre le groupement des CIS et puis le groupement du volontariat, mais 10,5 équivalent temps plein, comme on dit,
pour 1650 sapeurs-pompiers volontaires. Il n'y a pas un département en France où il y a autant de monde pour s'occuper des sapeurs-pompiers volontaires, et pas que s'en occuper, s'occuper de changer les choses pour qu'elles aillent mieux dans le sens que j'ai indiqué. Ce groupement, il est aussi directement relié au directeur. C'est aussi le signal que c'est important. C'est pas pour encore faire style, j'ai mon groupement du volontariat pour m'occuper, moi, dans mon boulot de tous les jours. C'est parce que je voulais limiter les étages hiérarchiques entre moi et l'action, ou en tout cas ceux qui déclenchent des actions pour que notre monde du volontariat reprenne des couleurs. Donc on a mis en place beaucoup de choses, et pourtant, toutes ces choses, quand je vous entends, je m'aperçois qu'elles ne ruissellent pas forcément jusqu'au bout, dans des mots suffisamment clairs pour que les gens en comprennent tout l'intérêt. Et moi j'ai cette conscience renouvelée, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que j'avais commencé à faire un petit tour en 2022-2023 pour me présenter, pour vous connaître. Et au bout de tout ça, on s'est mis avec le directeur adjoint et le staff à brasser des idées pour améliorer l'organisation et qu'elle réponde à nos objectifs de faire différemment. Et on a ressenti vivement et peut-être un peu fermement la nécessité de retourner au contact du terrain. Et on s'aperçoit que voilà, les gens ils savent pas ce qui se passe en fait. Et pourtant on met la patate, hein, on essaie de faire tout un tas de trucs pour que au bout de la chaîne, au dernier vestiaire de fin fond de la vallée de la Maurienne à Bessan, on arrive à trouver des gens qui sachent de quoi dans quelle direction on va en tout cas. Donc mais il faut qu'on tienne compte d'une chose, c'est le réel, c'est que au bout du bout, tout le monde ne sait pas, tout le monde n'est pas imprégné, etc. Et ça compte énormément dans ce qu'on est en train de toucher du doigt en ce moment. J'en profite pour vous dire que ce qui se passe et ce que vous en comprenez, on essaie aussi de mieux le percevoir en ce moment au travers d'un sondage qu'on a diffusé à grande échelle. Il touche pas les JSP, désolé les jeunes, mais il touche en tout cas tous les PATS, comme on dit, il touche tous les sapeurs-pompiers volontaires, tous les sapeurs-pompiers professionnels. Ça se remplit en 5 minutes. Alors s'il y a des questions, nous les questions nous ont semblé voilà, abordables, mais si jamais il y a une question qui coince, il faut demander au chef. Le chef, normalement, il sait. Et si le chef, il ne sait pas, le chef du chef, il saura. Et puis s'il faut, je répondrai, en fait, au final. Mais il faut répondre à ce questionnaire parce que chaque voix, chacune de vos voix compte pour qu'on sache ce que vous avez intégré. Parmi tout ce qui a changé, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien, et quels sont vos besoins pour l'avenir. On a vraiment besoin de vous entendre. Alors, quand moi je passe, je fais comme Amélie, je passe, mais je croise jamais tout le monde, évidemment. Et donc, ceux qui ne sont pas là quand on passe avec le colonel Pommeret, au final, vous avez l'occasion de faire quelques clics sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur pour donner votre avis. Et votre avis dans cette affaire, il compte autant que l'avis du colonel ou que le CODIR ou que quiconque. Voilà. Donc, saisissez cette chance. C'est une chance pour nous, pour le collectif, pour l'organisation, d'avoir un nouveau canal de remontée d'informations, parce que c'est important. Un an, on est presque un an après la traduction de l'organisation, d'avoir une idée assez précise des choses. Le volontariat, on a mené ce travail, alors j'y reviens un petit peu, on a mené ce travail parce que c'est quelque part, j'ai envie de dire, une quête, ça ne s'arrête jamais en réalité. Il y a des moments où on est efficace, il y a des moments où on n'est pas efficace. L'effort ne doit jamais cesser. C'est un labour de toujours en réalité. Et donc, c'est pas un truc qui marche de la façon... Ouais, il y a un gisement de pompiers volontaires, on se sert à l'infini pendant 40 ans. Non, en fait, il faut aller détecter des filons à gauche, à droite, et puis des fois il y en a beaucoup, des fois il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, ce qu'a fait Amélie, c'est de nous permettre de nous aider à mieux vous connaître, à mieux comprendre comment, dans le futur, on va mieux fidéliser, comment on va mieux recruter. Et qui vous êtes, j'allais dire, sous tous les angles en réalité. Et ça, c'est précieux pour préparer l'avenir, et puis avec ceux qui nous rejoindront, et puis vous gardez le plus longtemps possible avec nous pour conduire la mission. Voilà, en tout cas, ce travail est précieux, il ne s'arrête pas. Et il ne s'arrête pas, même si, à un moment ou à un autre,
les équipes vont changer, parce que ça, c'est la roue qui tourne, et c'est logique. Alors, j'en profite, et je vais le dire maintenant, que le groupement du volontariat sera remanié dans les prochains mois, parce que Pierre-Jean, très rapidement, va devenir colonel de sapeurs-pompiers professionnels. Il a réussi sa qualification pour être scolarisé à l'École nationale dans le but de préparer... Ah oui, vous pouvez le féliciter. Et donc le 1er octobre, techniquement, on le prête à l'école pour qu'il le forme. Et puis ensuite, je ne doute pas qu'il trouvera un poste à la hauteur de son talent. Quand on a décidé de mettre Pierre-Jean dans ses fonctions, on savait qu'inévitablement, un jour, il évoluerait vers ce type de responsabilité et qu'inéluctablement, il nous quitterait. C'est un exemplaire unique en France. Voilà. Donc il va maintenant devenir colonel. Mais on a su trouver Pierre-Jean. Donc on saura trouver quelqu'un qui fera le travail de Pierre-Jean. Pour l'instant, c'est une réflexion qui est en cours. Et puis Amélie, elle aussi, va certainement pas rester au SDIS encore très longtemps, parce que sa vie et ses études la conduiront à d'autres horizons. Et en tout cas, très, très sincèrement, Amélie, merci pour ta lumière dans le sujet du volontariat. Pierre-Jean, merci aussi d'avoir dynamisé toutes les réflexions d'Amélie, mais aussi avoir mis ta patte avec beaucoup d'humanité sur la mise en œuvre du rapport des assises du volontariat. Et puis, on est sur le point de terminer. Merci Jérôme. Jérôme Vincent, qui nous accompagne depuis la saison 1, il faut le dire. C'est le grand témoin de notre progression dans la compréhension de l'écosystème volontaire. Merci à toi, Jérôme. Je remercie les équipes de Pierre-Jean, du groupement du volontariat. Je remercie les équipes du cabinet aussi qui ont monté cette séquence pour nous mettre au clair sur qui nous sommes et où nous allons. Voilà. Je te rends la parole en vous souhaitant une bonne fin de journée. Allez-y, restez avec nous. C'est le temps des remerciements avant la suite. Amélie, quelques remerciements. Oui, je voulais quand même remercier donc l'équipe aussi du G-Vol avec lesquels on a construit tout ça, Christophe, Sandra, toute la team. Je voulais aussi remercier tous les sapeurs-pompiers volontaires. En fait, on est 500 à avoir fait cette enquête. Aussi les professionnels, aussi les saisonniers que je recroiserai sûrement jamais. Mais voilà, merci à tous pour tout ce que vous avez contribué à ça. Et puis j'ai hâte de retrouver les participants sur le terrain, en caserne, pour que vous puissiez me faire des retours avant le rapport final. Voilà, merci. À moi les derniers remerciements, évidemment la ville et la communauté de communes de Yenne pour nous avoir hébergés, la compagnie de l'Avant-Pays Savoyard, le centre de secours de Yenne, tous ceux et toutes celles qui ont permis la construction et la tenue de cette conférence. Il y a eu de nombreuses réunions très régulières et c'était très agréable de les construire tous ensemble. Amélie, évidemment, tout spécialement. Voilà pour les remerciements de ce matin. Alors maintenant, j'ai les consignes à vous donner. C'est l'événement officiel. On m'a dit que vous étiez plutôt des gens partants. Vous devez aller à pied jusqu'au kiosque pour l'événement. Voilà. Merci à toutes et à tous pour cette matinée.